C'est la période de questions du public. Alors, si vous pouvez nous rappeler les règles, s'il vous plaît. La période de questions est d'une durée de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom ainsi que l'organisation que vous représentez, s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions sur un même sujet sont limitées à 3. On vous demande également d'éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Mme Tullier, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Alors, sur la liste, nous avons une personne qui est venue avec ses enfants. Alors, si personne ne s'oppose, je la ferai venir en premier pour pouvoir la libérer et qu'il puisse rentrer à la maison. Merci de votre grande compréhension et collaboration. Alors, j'appellerai Mme Audrey Véronneau. Bonsoir. Bonsoir. Je vais juste passer le micro 2 minutes à ma fille. Ah. Tu veux-tu dire quelque chose? OK, bon, parfait. Elle voulait te dire bonne fête. Ah, d'accord. Merci. Donc, j'ai 2 questions. Ça sera après, OK? Donc, j'ai 2 questions. La première, on aimerait bien avoir un poulailler à la maison. Je sais qu'avec la réglementation qu'on a actuellement, on ne peut pas en avoir. Je sais que d'autres arrondissements font des projets pilotes en ce moment pour ça. Donc, je voulais voir s'il y avait une certaine ouverture par rapport à ça. En fait, on veut... il y a beaucoup de familles qui s'en vont à l'extérieur de la ville de Montréal. Justement, entre autres, il y a ça, ce point-là. Ils veulent avoir une petite fermette. Donc, ça serait intéressant pour garder les familles ici, de pouvoir avoir que des poules pondeuses. Là, on laisse faire les coqs. Donc, est-ce qu'il y aurait une ouverture là-dessus? Alors, sur la question des poules, en fait, cette année, on a décidé d'aller vers un projet pilote plutôt collectif et d'éducation. Donc, c'est les poules collectives qui sont gérées par Ville en Vert, par notre écoquartier. C'est au jardin communautaire Les Castors. Je ne suis pas sûre qu'elle soit encore arrivée, par contre, là, mais ça s'en vient. Et l'objectif, c'est de faire un projet de démonstration pour montrer à quoi ça peut ressembler d'avoir un poulailler à la maison, puis de montrer un peu aussi toutes les contraintes, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de contraintes aussi qui viennent avec le fait d'avoir des poules à la maison. Il va y avoir des conférences aussi. Alors, je vous invite peut-être à vous impliquer, à suivre ce projet-là, à aller aux conférences peut-être en famille et tout ça. Et on est en train de regarder la réglementation, en tout cas le projet pilote de Rosemont, parce que c'est vraiment celui-là à Montréal avec AULab. Donc, probablement que si on allait de l'avant avec un projet pilote, mais plutôt l'année prochaine, ça serait probablement en collaboration avec ce que l'arrondissement Rosemont, la Petite Patrie, fait déjà. Mais pour l'instant, cette année, on souhaitait vraiment plutôt aller vers un projet collectif, puis de démonstration aussi. OK, parfait. Excellent. Ma deuxième question, c'est par rapport à la plantation d'arbres. En fait, juste... C'est vrai que je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Audrey Véronneau. Je suis membre du MEAC, entre autres. Puis, j'ai fait la réalisation d'une plantation d'arbres assez importante récemment, 3800 arbres, près de l'autoroute. Puis, l'importance des arbres dans le contexte de l'urgence climatique, on veut une canopée, on veut que ça nous rafraîchit. Ils disent que ça équivaut à 5 climatiseurs, un arbre mature. Donc, je voulais voir avec vous, est-ce qu'il y a une possibilité de revoir, je sais que vous êtes en train de faire le plan local de déplacement, mais je sais que ça, c'est pas vraiment inclus là-dedans, mais étant donné que le contexte d'urgence climatique, y aurait-il moyen de revoir nos rues pour que les piétons, entre autres, quand on se déplace, qu'on ait encore une plus grande canopée, qu'on ait plus d'ombrage. Je sais qu'on a déjà quand même pas mal d'arbres. Il y a eu plusieurs coupes, par contre, puis il y a des arbres qui sont... les arbres remplacés sont plus petits. Je voulais voir, c'est quoi le plan actuellement pour augmenter cette canopée-là, pour lutter contre les changements climatiques? Alors, au conseil d'arrondissement de décembre dernier, on a accordé près de 3 millions de dollars supplémentaires pour
toutes les équipes qui plantent les arbres, parce qu'en fait, les arbres, il ne faut pas tant les acheter que les planter et surtout les arroser aussi entretenir. pendant 3 ans. Donc ça, c'est en préparation. Partout à Montréal aussi, on est en train d'agrandir les fosses d'arbres. Donc les fosses d'arbres existantes, on les agrandit. Puis quand on fait des nouvelles fosses d'arbres, les nouvelles dimensions sont vraiment plus grandes pour permettre aux arbres d'avoir plus de place. Et notre administration s'est aussi engagée à ne pas refaire de rues à l'identique. Ne pas refaire de rues à l'identique, ça peut vouloir dire, pas nécessairement sur toutes les rues, mais sur plusieurs rues, de mettre plus d'arbres ou un trottoir plus large ou une piste cyclable ou une façon des saillies ou d'une géométrie différente. Donc oui, le fait de mettre des arbres sur rue, ça fait vraiment partie de ce plan-là. Puis on travaille très fort avec l'équipe de M. Paquin aux travaux publics pour voir comment on peut en mettre plus sur les rues. OK, parfait. Puis, juste pour Juste ces 2 questions. commentaire seulement là-dessus, Rapidement, s'il vous plaît. est-ce que vous pouvez aussi cibler les rues actuelles puis les revoir comme les rues qui sont très larges, Meunier, Parc, Esplanade et différentes rues qui sont souvent à sens unique aussi puis qui sont extrêmement larges qu'on pourrait déjà rajouter des arbres En fait, ça a l'air simple, rajouter des arbres, mais par exemple, juste pour élargir un trottoir, il faut tasser l'épuiseur. Puis pour tasser l'épuiseur, il faut tasser tout le réseau d'égouts. Il faut refaire Donc, la c'est rue pas tant si qu'à... facile que ça. Alors, en général, quand on refait la géométrie, c'est vraiment des rues où on fait des travaux. Si vous irez voir, par exemple, la rue de la Roche en ce moment, ça donne une idée de quand on fait des travaux, à quoi ça ressemble. C'est majeur. D'habitude, l'arrondissement faisait 3 millions de travaux de rue ou un petit peu plus. Là, cette année, on fait 29 millions de travaux. Et ça fait beaucoup de travaux un peu partout, puis on essaie de mettre les arbres là-dedans, mais je vous dirais qu'on n'est pas encore rendu avec l'état des rues, puis je vois d'autres questions un peu là-dessus, là. Avec l'état des rues, on n'est pas vraiment rendu à travailler sur des rues où il n'y a pas des travaux à faire. Fait que quand il y a des travaux à faire, oui, on se pose évidemment la question pour les arbres. Parfait, merci. Merci, j'appellerai Madame Shirley Marcel Blanchard. Bonsoir. Bonsoir. Je suis retraitée, proche aidante, fermière et antiquoise. Le parc Huntsic. J'ai reçu par courriel la documentation qui a été donnée le 10 juin dernier à la Maison de la Culture, car je ne pouvais pas me rendre. Je suis proche aidante. Je l'ai consulté, je l'ai lu attentivement, et quand j'ai terminé, j'étais fâchée. Puis j'ai dit 2 mots qui ne sont pas très catholiques que je ne veux pas répéter. Du béton, une distance de largeur de 5 mètres pour des camions dans le parc Huntsic. C'est intolérable. Le parc Huntsic, c'est pour les piétons. Les camions, on peut les faire circuler sur la rue Fleury, la Jeunesse, Henri Bourassa et Saint-Hubert. Ce sont les employés du parc qui ont commencé à circuler avec les camions qui ont détruit les sentiers de piétons. Lors du 375e anniversaire de Montréal, le parc Huntsic était en boue. Les gens ne pouvaient pas circuler avec les poussettes d'enfants. Les cyclistes à haute vitesse dans le parc Huntsic, non. Pas à cause des gens à mobilité réduite, pas seulement des personnes âgées, les enfants de 2-3 ans qui courent, les enfants de garderie qui vont au terrain de jeu des enfants doivent traverser le parc. Ce que je vous suggère, pour les cyclistes, qu'ils marchent à côté de leur vélo dans le parc Huntsic et non pas à pleine vitesse dans le parc Huntsic. Alors, moins de béton dans le parc Huntsic, s'il vous plaît, plus de verdure. Ce parc-là nous a été donné pour que ce soit un parc. Qu'est-ce qui est agréable, c'est d'emprunter un livre de la bibliothèque Huntsic et de le lire dans le parc Huntsic. Des cyclistes à haute vitesse et des camions qui circulent, ça n'a pas sa place pour une période paisible dans le parc Huntsic. Donc, c'est ça mon commentaire. Est-ce qu'on peut... un remerciement aussi à Mme Goulet, qu'enfin le boulevard Henri Bourassa est maintenant réparé entre Saint-Hubert et Méline. Je vous en remercie. Alors, Madame Blanchard, on peut vous dire que sur le parc Huntsic, on a bien entendu tous les commentaires. Puis, vous vous souvenez, quand il y a eu la consultation publique, il y avait un peu
deux camps qui s'opposaient, avec les deux des questions de sécurité. Donc, d'un côté, des gens qui souhaitaient un sentier multifonctionnel où les piétons, les cyclistes, les poussettes, les aides à la mobilité, tout le monde était sur le même sentier. Et d'un autre côté, des gens qui souhaitaient un endroit vraiment pour les piétons, puis un endroit vraiment pour les cyclistes avec une piste cyclable. Et ça n'a pas été facile de trancher parce qu'il y avait des très bons arguments de part et d'autre, mais je vous dirais que l'arrondissement a fait le choix de faire un sentier multifonctionnel pour les raisons que vous évoquez, en fait, pour que tout le monde ralentisse et pour que tout le monde puisse cohabiter. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement retenu le fait qu'un cycliste doive descendre de son vélo parce que c'est la piste cyclable que se poursuit parce que les cyclistes, ils ne sont pas sur Henri Bourassa puis ils ne sont pas sur Fleury à cet endroit-là. Ils sont sur Prière, d'ailleurs, de part et d'autre, il y a des pistes cyclables. Mais on souhaite que dans le parc, les cyclistes ralentissent beaucoup. Et d'ailleurs, ça sera vraiment très bien indiqué. Les aides à la mobilité vont pouvoir circuler librement aussi, les poussettes, les gens à pied, à trottinette et tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'espace. Ce n'est absolument pas pour les camions. On ne fait pas le sentier pour les camions, on fait pour les gens Mais 5 qui mètres, parlent. c'est beaucoup, 5 mètres de béton. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vraiment les tailles spécifiques. On ira visiter aussi d'autres parcs à Montréal pour voir un peu quelle est la limite, qu'est-ce qu'on a dans d'autres parcs pour avoir une idée, ce à quoi ça peut donner. Mais c'est sûr qu'il faut, en ce moment, laisser quand même circuler quelques camions de l'arrondissement pour ramasser les poubelles. Parce que sinon, les poubelles, on les aurait que le long de la rue de la Jeunesse et le long de la rue Saint-Hubert. Or, ce que les gens nous ont demandé, c'est quand même d'avoir certaines poubelles dans le parc. Donc, il n'y en aura pas partout, mais il va y avoir des poubelles le long de ces sentiers-là. Donc, les gens vont pouvoir venir collecter les poubelles. Mais je vous rassure, l'objectif, c'est absolument pas de faire un circuit pour camions dans le parc, là. C'est absolument pas ça. C'est vraiment pour faire en sorte que tout le monde puisse déambuler, utiliser le parc. Et une des diapos qui manquait lors de la consultation, en fait, lors du conseil d'arrondissement à la Maison de la Culture, et vous avez raison de le soulever, c'est qu'il y avait une diapositive spéciale sur le nombre d'arbres qui allaient être plantés et où ils allaient être plantés. Donc ça, probablement que c'est dans la documentation qui vous a été envoyée. Donc, il y a un plan vraiment pour reboiser le parc, pour mettre beaucoup plus d'arbres que ce qu'il y a en ce moment. Et ça fait partie des travaux qui vont avoir lieu au Parc Ontic. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai Madame Dina Carbonnet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je viens ce soir, comme je suis déjà venue, ça fait presque 2 ans maintenant, je viens à la quête de réponses sur les moyens d'apaisement de la circulation sur l'avenue de Lormier entre Port-Royal et Sauvé. J'ai vu il n'y a pas longtemps, on avait installé, on a cru comprendre que c'était pour nous, un compteur de véhicules qui passe sur cette rue-là, mais ça a été tellement bien fait que la rue a été bloquée à moitié parce qu'ils font des travaux sur la rue. C'était un dimanche, alors je ne sais pas combien de circulation qui est passée là, mais c'est juste pour dire que les résultats étaient largement faussés. Alors, s'il vous plaît, je demande que ça soit peut-être revu et que vous ayez des résultats réels de qu'est-ce qui passe là. Je refais penser qu'il y a quand même du camionnage lourd qui passe là, mais je pense, je n'ai plus à vous convaincre. Alors, la seule autre façon que j'ai à vous convaincre, c'est de vous demander de venir prendre un café sur mon balcon, une journée de semaine, quand vous voulez, je suis disposée, tous les citoyens ont signé pour ça, on aimerait ça, vous montrer qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est le seul autre moyen qui nous reste, là, parce que j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos, j'ai photographié les autobus en transit, j'ai photographié du camionnage lourd, la circulation, je pense que je n'ai plus à vous convaincre, là. Alors, je suis venue aussi pour déposer une pétition parce que je sais que le plan de déplacement va être adopté sûrement cet automne au Conseil du mois de septembre. Alors, avant que ça soit fait, j'aimerais bien ça que ce bout de rue-là soit bien considéré, bien analysé, si vous voulez bien.
Alors, merci. Vous pouvez déposer votre pétition à Mme Châteauvert, qui est la secrétaire en arrondissement. Le plan local de déplacement, je ne suis pas sûre qu'il va être adopté en septembre, mais en tout cas, on vise l'automne. Écoutez, j'accepte votre invitation à prendre un café au mois d'août et j'aimerais passer la parole à M. Jérôme Normand qui connaît bien votre dossier. D'accord. C'est qui a eu déjà l'occasion du café. Mais effectivement, vous l'avez bien dit, on est bien conscient des enjeux, non seulement de bruit, d'apaisement de la circulation. Notamment, on vous en a parlé, on travaille avec la STM pour voir s'il n'y aurait pas un compromis à faire sur l'un des 2 trajets de la 41 qui circulent là. On a aussi accepté d'étudier la possibilité d'ajouter des pancartes contre le camionnage sur le tronçon, même si normalement elles sont apposées à l'extérieur du bloc où le camionnage peut se faire. Moi-même, j'ai été chez vous là, pendant 20 minutes, puis j'ai vu plusieurs camions lourds qui transitaient, évidemment. J'ai fait suivre les photos des autobus en transit. À ce niveau-là, on n'a pas besoin d'être convaincu. Il y a eu des opérations policières qui ont été faites. Lorsque les pancartes vont être installées, il y en aura d'autres. On a mis un deuxième bollard, une deuxième balise centrale. Bref, vous savez qu'on fait notre possible, puis on envisage aussi des changements plus structurants au niveau de la rue à plus long terme. Donc, toutes les options sont sur la table à long terme pour l'intégrer justement dans une vision que va nous amener le plan local de déplacement, notamment potentiellement de mise à sens unique ou l'ajout d'une piste cyclable. Donc, c'est des trucs à étudier. En même temps, l'effet pervers, c'est le déplacement sur une autre rue qui connecte sur Charland. C'est ça qu'il faut minimiser aussi. Puis, on essaie aussi d'avoir un impact faible sur le trafic de transit résidentiel sur les autres rues. Donc, c'est quelque chose qui s'analyse, mais on est bien ouvert à recevoir la pétition puis à voir encore une fois tout ce qu'on peut mettre en place, ce qui est possible de mettre en place. Oui, mais actuellement, je veux juste vous dire là, que c'est nous, de Lormier, qui occupons de toute la circulation de transit. Là. Ils vont même plus jusqu'à Lille. Je suis ça sur les applications de trafic et souvent, plus que 99% des fois, c'est Delormier qui affiche rouge 20 tout le temps et non pas Lille et non pas Saint-Michel. Alors, c'est nous qui écopons, là. C'est pour ça que j'avais demandé peut-être l'interdiction là, de tourner vers chez nous aux heures de pointe, comme vous avez fait sur toutes les autres rues, là. On demandait d'être protégés au moins pendant les heures de pointe, là. Et là, on n'a absolument rien, là. On n'a absolument rien. Il n'y a pas de bollard, il n'y a rien, là. Là, on n'a que de la poussière, vibration et bruit. Parce que, je vous remercie, là, ils sont en train de faire l'asphalte. On a eu 10 lettres des contracteurs. Ils sont venus, ils ont gratté, puis ils sont partis. C'est fini. Mais nous, on écope là, de tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis, là, il me semble que quelque part, on pourrait protéger ce bout de rue-là. Là. On essaie au maximum, puis on a bien noté aussi le point sur l'analyseur de rue. Si ça a été fait pendant la période où les travaux ont été faits, c'est certain qu'ils vont être repris. C'est toujours d'une durée qui est similaire, 14 jours, puis on essaie de le faire de la manière... Ça n'a pas été là 14 jours. Le plus scientifiquement possible, mais c'est tout le temps la même durée, donc on va s'assurer de le refaire mais je vous assure, il n'a pas été là 14 jours. En tout cas, si c'était ça, on va s'assurer que ce soit là pour la bonne durée puis dans les bonnes conditions. OK. Bien, je vous remercie. Je vous souhaite des belles vacances à tout le monde. Merci à vous aussi. Merci. J'appellerai maintenant M. Bilal Tarini. Ah, en fait, ils sont partis. Bon, j'ai eu l'occasion de leur parler tout à l'heure. On fera suivre l'information qu'ils cherchaient. Monsieur Claude Bertrand. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. À la fin de la réunion du mois de mai, j'ai compris que vous aviez octroyé un contrat au lobbyiste anti-automobile Vélo-Québec et je vois que vous allez en accorder un autre. J'aimerais avoir plus d'informations sur ça. Je voudrais savoir, le premier contrat, il était de quel montant? Est-ce que Vélo-Québec l'a obtenu parce qu'il était le plus bas soumissionnaire ou pour quelles autres raisons? Pourquoi ce n'est pas l'organisme qui fait le plan local de développement qui fait aussi cela? Et est-ce que ce contrat avait été, comme aujourd'hui, avait été passé ici de façon explicite à une réunion où j'étais absent ou s'il était pris dans une autre cagnotte?
Et puis, j'espère avoir toujours la réponse à ma question du mois d'avril. Alors, il y a beaucoup de questions. Vous savez, Vélo-Québec, ce n'est pas un lobbyiste, c'est une Non. organisation, une OSBL. Alors, la Ville de Montréal a le droit de faire des contrats de gré à gré avec des OSBL. Depuis de nombreuses années, Vélo-Québec a développé une expertise pour des projets de... comment ça s'appelle déjà? À vélo? À pied à vélo à l'école. Et donc, ils font des diagnostics scolaires pour les transports actifs, et ça fait là, des années et des années et des années. Et ils ont même des subventions externes, là, par exemple du gouvernement, pour faire ces contrats-là avec des écoles. Montréal-Nord a fait la même démarche que nous il y a quelques années. Et donc, ils ont un portrait de chaque école, l'analyse de comment on peut améliorer le transport actif autour de chacune des écoles. Alors, on a demandé le même service à Vélo-Québec avec un contrat. Donc, c'est vraiment un contrat avec des livrables très spécifiques, un contrat qui lie l'arrondissement et Vélo-Québec. Ils ont des choses à faire. Nous, on les accompagne. Alors oui, il y a eu un contrat pour la section ouest, probablement l'année dernière, là, M. Côté pourra compléter. De combien? C'est ça, Monsieur Côté peut-être pourra compléter ou on pourra vous envoyer l'information par la suite. Ensuite, très récemment, il y a eu un ajout parce qu'il y a quelques écoles qui ont été ajoutées. Monsieur Côté, là, peut-être si vous avez l'information, vous pourrez compléter. Et là, on fait la moitié est de l'arrondissement. Vous savez, on est un arrondissement, là, on a 39 écoles primaires, plus plusieurs écoles secondaires. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'écoles à analyser. Les élus ont eu l'occasion de voir des résultats préliminaires de la section ouest et c'est très intéressant parce qu'on a notamment pour chaque école le code postal de chacun des élèves et donc, ça nous donne un portrait de d'où proviennent les élèves pour une école et comment ils pourraient donc mieux venir en transport actif. Et comme je le disais, c'est un intrant pour le plan local de déplacement qui, lui, est fait notamment, on travaille avec l'arrondissement évidemment, mais est réalisé en grande partie par l'autre firme qui s'appelle Ecom. Donc, toutes ces personnes-là travaillent à mettre le plus de données ensemble possible pour réaliser notre plan local de déplacement. Donc ça, je pense, ça répondait à vos questions. Et l'autre question par rapport au mois d'avril, j'imagine que ça doit être le nombre de stationnements, de cases de stationnement. Que vous allez faire disparaître en 2019? Alors, en 2019, il n'y en a presque pas. Puis, en fait, peut-être M. Côté pourra voir, là, mais je pense qu'on... Je ne sais même pas s'il va en avoir en 2019, mais s'il y en a, c'est très peu. Il y en a toujours bien deux sur la rue de la Roche à côté de la Banque nationale, là, en partant. Oui, mais ça, ce n'est pas pour une piste cyclable. Non, en général. Combien vous faites disparaître de places de stationnement en 2019, toutes raisons confondues? Toutes raisons confondues. Bon, mais on fera le calcul. Puis c'est 2020, vraiment, quand on va avoir les grands projets de pistes cyclables. On vous avait dit que quand on va présenter les projets de pistes cyclables, notamment avec le plan local de déplacement, qu'il y aura tous les chiffres, notamment des espaces de stationnement, mais aussi du nombre de kilomètres de pistes cyclables. Mais pour l'instant, au fond, vous n'en tenez pas compte, vous ne calculez pas, vous ne dites pas, là, on enlève 2, ou vous ne savez pas, on enlève, on fait des boîtes à fleurs, puis on enlève, puis on les calcule, puis on ne les compte pas. Bien, on augmente la sécurité aux intersections. C'est vraiment comme ça. Mais je parle des boîtes à fleurs, moi, je ne parle pas des saillies. Là. Oui, bien, on a la conversation à chaque mois, mais pour nous, c'est vraiment de la sécurisation aux intersections. On ne les compte pas de manière systématique, mais on pourra faire un calcul qu'on pourra vous transmettre. Oui. Je veux juste voir si M. Côté avait des réponses un peu plus spécifiques pour les contrats. Je les ai, mais pas sur moi, mais je m'engage à vous rappeler d'ici la vendredi. Ça peut être dans le même ordre de 54 000 $, là? Ah, pour le volet 1, vous voulez dire du Vélo-Québec, c'est un peu moins parce que c'est moins grand à l'ouest, le territoire. On n'est pas loin du 100 000 $, parce que vous admettez tout de même que Vélo-Québec est anti-automobile, là, hein? Tout de même. C'est le plus... Non, ils sont... Puis leurs affaires, ça finit toujours qu'on tasse les automobilistes et qu'on enlève des places de stationnement, hein? Quand même. Mais on n'a pas la même vision des choses, M. Bertrand. C'est sûr, c'est vos amis. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Monsieur Gilles Larocque.
Bonsoir à tous. Bonsoir. OK, ma question, ça marquait, c'était indiqué, les réserves financières. Bon. J'ai eu certaines réponses à des questions que je me posais. Maintenant, j'en ai d'autres. Quand vous avez pris la maison financière, nous avions des réserves de 13 564 527 $. Ça, c'était les réserves au 1er janvier 2018. Selon le rapport que vous avez lu au dernier conseil, Madame la mairesse, nos réserves sont rendues à 11 265 864. Ça, c'était au mois de juin. Ce qui veut dire que, en une période d'1 an et demi, vous avez réduit ces réserves de 2 298 663 $. Si on fait des projections, puis qu'on continue au même rythme, je m'imagine que dans 2 ans et demi, on sera peut-être à la moitié de nos 13 millions, c'est-à-dire autour de 6. Et ce que je trouve bizarre, c'est que pendant ce temps-là, vous nous avez présenté des beaux résultats financiers pour l'année 2018 en présentant avec un surplus de 4 374 700 $. Il y a un paquet d'affaires qui sont bizarres là-dedans. Entre autres qui sont bizarres, c'est que si on fait d'autres chiffres, là, ça veut dire que depuis le 1er janvier 2018, vous avez utilisé pour 6 673 363 $ dans nos réserves. Mais, c'est pas non, les chiffres sont là. 2 plus 2 égale 2, égale 4, pas 3, là. Mais ce que je trouve pas correct, utilisez-les, les réserves, là, je m'en sac. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, nous le dire? Parce que quand on prend l'ordre du jour, puis qu'il y a une dépense de temps de prévu, si elle doit être financée par les réserves, pourriez-vous, s'il vous plaît, tout le temps nous le dire que ça va être pris dans les réserves, ce qui n'est pas le cas. Il y en a un paquet de dépenses qui ont été faites, puis ça a été pris dans les réserves, mais il faut courir après l'information. Ça, je trouve ça... Alors, M. Larocque, je veux juste remettre les pendules à l'heure. Il n'y a rien de bizarre. Ouais. Tout est écrit dans chaque sommaire décisionnel, puis c'est pour ça que je dis à chaque fois là, qu'il y a le cartable avec tous les documents à l'arrière. À chaque fois, dans tous les montants d'argent qu'on vote, là, il y a une section qui s'appelle « Informations financières » et c'est toujours écrit si on prend l'argent au budget de fonctionnement, au PTI ou dans les réserves. À chaque dossier, c'est écrit. En plus, à chaque année, on fait un flux de trésorerie des réserves. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans la réserve et qu'est-ce qu'on a enlevé de la réserve. Donc, peut-être que vous avez manqué un de ces sommaires décisionnels qui fait la compilation de tout ça. Madame Simonaro pourra vous retrouver l'information, vous la faire parvenir. Mais je peux vous dire que vraiment, c'est très clair à chaque fois qu'est-ce qui est ajouté aux réserves, en plus dans quelles réserves, parce qu'il y a plusieurs réserves, là, il y en a 4 ou 5. Qu'est-ce qui est ajouté à chacune des réserves et qu'est-ce qui est enlevé à chacune des réserves. Et donc, tout ça est compilé, tout ça est rendu public périodiquement. Et à chaque fois, comme je vous le disais, quand c'est un dossier, c'est écrit dans le dossier. Ensuite, le surplus qu'on a en ce moment de 4 millions, presque 4 millions de dollars, il y a là-dedans 1,5 million qui est pas vraiment un surplus, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on a reçu de la Ville-Centre en 2018 pour faire des travaux dans nos cours de voirie. On n'a pas eu le temps de faire ces travaux-là en 2018, donc on va dépenser l'argent en 2019. Donc, c'est de l'argent qu'on reporte finalement d'une année à l'autre. Et tout ça aussi, c'est écrit ou dans les sommaires décisionnels ou dans les rapports de la mairesse. Bon. Je vous remercie de ce que vous venez de me dire, mais je ne suis pas d'accord. Je sais que je vieillis, mais mes yeux savent encore lire. Et il y a un paquet de sommaires décisionnels. Et puis, dans l'ordre du jour, là, vous avez le point 2006, je ne sais pas trop, là, un montant X, non, pas aujourd'hui, là, mais qui devrait être financé par une réserve X,
Ça devrait être écrit là. Je m'excuse, et puis je m'engage à vous fournir toute une liste de montants qui ont été dépensés, puis vous m'enverrez le sommaire décisionnel et vous me soulignerez en jaune où c'était écrit que c'était pris dans les réserves. C'est toujours écrit, Je vais vous Monsieur en Larocque. envoyer, je vous le promets. Mais vous savez, quand on parle du sommaire décisionnel, là, c'est pas la ligne ici. La ligne ici, c'est l'intitulé. Le sommaire décisionnel, c'est un document entre 4, 8, 10 pages où il y a toute l'information, et c'est dans la section information financière qu'il y a l'endroit où est pris l'argent, et je peux vous assurer que quand ça vient des réserves, c'est écrit très clairement. Des fois même, puis on en a déjà parlé quand on avait augmenté l'équipe technique, par exemple, il y avait une partie qui était prise dans les réserves, une autre partie qui était prise dans un autre budget, et c'était très clairement indiqué. Bon. Donc, vous me dites que c'est certain que ça va l'être indiqué, mais moi, je vous dis, je vais vous en fournir des cas depuis le 1er janvier 2018 où ce n'était pas marqué. Maintenant, relié, j'ai droit à une question financière? Attention, votre verre d'eau, ça coule. Ah, ça coule encore, Voilà. hein, maudit, c'est pas drôle. Non. C'est rien que l'eau qui coule, c'est pas pire. Mais au mois de décembre, vous avez voté 3 règlements d'emprunt de 3 millions de dollars chacun, pour un total de 9 millions. J'ai peut-être pas lu comme il faut les sommaires décisionnels, mais moi, un règlement d'emprunt, j'aimerais ça savoir. D'abord, je ne savais pas qu'un arrondissement allait sur le marché obligataire, par exemple, pour emprunter, parce que ça, c'est le véhicule normal. Alors, si vous avez emprunté 9 millions, est-ce qu'il y a une façon de savoir de qui vous avez emprunté, à quel taux vous avez emprunté, et est-ce que, l'année prochaine, dans les résultats financiers, la ligne intérêt de la dette va être indiquée, parce que là, je ne sais pas un arrondissement où on inscrit une dette, on n'a pas de bilan, on n'a pas d'actifs, on n'a pas de passifs. Alors, il est où ce 9 millions-là, puis dans quel compte ça a été inscrit? Alors, c'est dans les résultats de la ville, parce que c'est la ville, mais je m'adresserai à Mme Simonaro pour nous expliquer un peu la mécanique des règlements d'emprunt, s'il vous plaît. Donc, c'est la ville qui emprunte. Oui. Oui, c'est la ville qui emprunte. Nous, on passe un dossier selon les montants d'argent qu'on a besoin pour faire tous nos projets au niveau du programme triennal d'immobilisation. Donc, la ville emprunte et ces emprunts-là, le reflet des pourcentages d'emprunt, vous le retrouvez aussi au niveau des comptes de taxes également. Je pourrais vous retrouver l'information puis vous le transmettre. Donc, c'est comme si la ville vous prêtait. Bien, la ville, l'arrondissement, on est la ville et la ville emprunte. Mais les 9 millions, ils sont quelque part dans les emprunts de la ville de Montréal. Oui. Oui. Mais on ne paiera pas d'intérêt pour ça. C'est le fun? Oui, on paye des Oui, intérêts. on paye des intérêts. Et ils sont remis quand le service de la dette que vous cherchez, là, il est dans le rapport financier de la Ville de Montréal. Quand il y a la petite tarte là, avec le dollar, puis combien d'argent, combien de sous est donné à chaque service. Donc, vous avez le service de la dette, et ça, c'est le service de la dette pour toute la Ville et pour tous les arrondissements. La Ville va emprunter sur les marchés internationaux à de très, très bons taux, parce qu'évidemment, on est la Ville de Montréal, et on a une cote qui est donnée par Moody's et par toutes les grandes agences de notation mondiale. Et évidemment, ce n'est pas notre arrondissement qui va emprunter, mais on doit quand même faire des règlements d'emprunt à notre nom avec nos projets. Puis les intérêts, est-ce que vous allez en payer à travers la ville? Alors, on en paye, comme Mme Simonaro vous disait, quand sur votre compte de taxes, vous avez la ligne par rapport au PTI, c'est le capital et les intérêts. Tout est inclus là-dedans. OK, merci. Merci. Monsieur Gilles Thibault. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'habite dans la section ouest, près du boisé de Saragué, en fait en lisière du boisé de Saragué. Dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour les aménagements qui ont été faits dans le boisé. C'est vraiment magnifique. Ça a augmenté beaucoup la fréquentation du boisé. Il y a deux éléments qui contrastent cependant avec ce que vous avez fait. C'est que nous, où on habite,
il y a un petit parc qui s'appelle le parc du Beaubois. En fait, le parc n'a de parc que le nom, parce qu'il est littéralement à l'abandon. Depuis, je vous dirais, il y a eu des aménagements de fait il y a 25 ans, mais le parc est littéralement à l'abandon. Il n'y a eu rien de fait. En fait, le carré de sable est probablement devenu une gigantesque litière à chats. C'est pas très, très joli, et puis personne ne peut s'en servir. Ça, c'est le premier élément que je voulais porter à votre attention. Le deuxième, il est encore plus préoccupant. C'est qu'à la lisière du bois, les jardiniers qui viennent travailler et qui viennent couper du petit bois, etc., vont déposer tous les déchets forestiers, les déchets verts, sur la lisière du boisé. Et c'est en train de devenir un danger réel. Parce que, bon, si j'étais un garde forestier, que je voyais ça, je serais alarmé pour des dangers de feu. Parce que c'est plein de petits bois. Puis quand j'étais scout, j'adorais ce petit bois-là pour partir des feux. Alors, il suffirait qu'un enfant s'amuse avec des allumettes et qu'il joue avec ça, là, et que ça se retrouve là-dedans, là, et vous avez un feu de forêt, dans le temps de le dire. Alors, esthétiquement, c'est pas très joli, parce qu'il s'accumule du gazon, du petit bois, et quand il y a eu la coupe des arbres qui s'est faite, vous avez du brin de scie en quantité industrielle qui s'est accumulé. Ça n'a pas été enlevé. Alors, ce sont tous des dangers réels pour la forêt. Et si vous voulez la préserver, je pense qu'on veut tous préserver notre patrimoine vert, là. Il y a une intervention urgente qui s'impose pour aller nettoyer ce qui s'est passé ici, là, parce que c'est vraiment inquiétant. Nous, on passe là au quotidien et on voit ça augmenter de façon quotidienne. Alors, je vous sollicite ardemment à faire une intervention pour, nettoyer, et puis 2, essayer de faire de la prévention pour que les gens qui sont, les jardiniers qui viennent autour, là, cessent d'utiliser ce boisé-là comme étant un dépotoir. Et je termine en vous souhaitant un bon anniversaire. Je tiens à vous signaler que vous avez une date célèbre, c'est la même date d'anniversaire que mon épouse, qui est ici, alors je ne pourrais pas oublier. Alors, merci beaucoup. Merci. Donc, on a eu l'occasion de se voir juste avant la séance. Vous m'avez montré beaucoup de photos. Puis, je sais que l'arrondissement a déjà cette partie-là de boisé dans sa ligne de mire. Monsieur Côté, pouvez-vous nous donner peut-être un peu plus de détails sur... il y a un lien là, entre la ville et l'arrondissement, et puis comment les inspecteurs peuvent agir, parce que là, il s'agit de jardiniers privés, en fait, qui viennent déposer des choses. C'est comme un dépôt sauvage, mais de résidus verts. Effectivement, c'est un dépôt sauvage. La façon dont vous l'expliquez, ce que je comprends, c'est que des entrepreneurs privés viennent déposer. Je ne pense pas que nos inspecteurs les avaient à l'œil. Ce secteur-là a été vérifié régulièrement. Ce qu'on va demander, parce qu'il faut les prendre sur le fait, ce qui est un peu difficile, mais je vais demander à mes inspecteurs là, d'être passés plus régulièrement, surtout que Beaubois, c'est un petit peu un cul-de-sac. Là, c'est pas nécessairement sur une route. Là, je vais demander qu'ils fassent un détour, puis on va regarder avec mon collègue pour l'entretien aussi. Je pense que vous parlez, là, comment on peut améliorer la situation. Oui, Madame Janou? Oui, je suis fascinée parce que je n'ai jamais remarqué justement ce petit bout de... Parce que je passe souvent sur Beaubois, mais de l'autre côté, vous devez être au sud de Jean-Bourdon, j'imagine. Fait que je ferai un tour aussi pour le voir parce que c'est vrai que c'est comme un passage seulement pour ceux qui habitent là pas mal. Alors, j'irai voir aussi. Je prendrai... Ouais. Bien, merci. Exactement. C'est ce que je disais avec M. Côté. On a déjà regardé un peu là, les juridictions, puis on pourra le revoir avec la conseillère. Merci. Madame Janine Renaud. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. De plus en plus près, le micro. Eh, monsieur. On ne mord pas, ça va. OK. Dans le bas, en bas, là, on gèle carrément. Là. En tout cas, ici, ça commence à se tempérer.
Moi, j'aime bien dans l'ordre du jour sur l'Internet, la colonne de gauche, c'est là depuis quelques mois, là, où on peut avoir les sommaires puis les justifications. On n'avait pas ça auparavant. Alors, moi, je trouve ça très bien. L'autre chose, un des hauts points pour moi cette année, c'est le beau travail de vos décisions puis des équipes pour prévenir les inondations. Pour moi, c'était magistral, ça. Vraiment très, très bien. En tout cas, moi, j'aimerais ça saluer ceux qui sont réguliers ici, là. Pour moi, c'est des vrais partenaires, puis les bénévoles. Bon, ça c'est ça. Ma question, c'est sur le pavage sur Christophe Colomb, où, entre les deux, là, c'est-tu de l'apaisement de la circulation? Je trouve ça abominable. On va-tu être remboursé sur le travail mal fait, là? C'est-à-dire, la voie de nord, c'est beau, mais quand tu traverses dénivelé, c'est quoi la raison derrière tout ça, s'il vous plaît? Oui, M. Êtes-vous au Parizeau. courant? Bon. C'est pas Mais les des travaux ne farces. sont pas terminés, je pense. Hein? M. Côté? En fait, ce qu'on m'a avisé, M. Larocque m'a parlé avant le conseil, me disait justement qu'il manquait une couche de finition sur Christophe Colomb. Cette semaine, je vais vérifier avec mes collègues là, qu'est-ce Elle est qu'il y avait avec ça. magistrale, et tout du long. Là. Oui. Moi, c'est entre Louvain et peut-être Émile Journeau. Habituellement, les entrepreneurs font 2 couches d'asphalte. Là, je pense que ce que je comprends, c'est qu'il y a une couche de base qui est installée, mais il reste une autre couche à faire pour terminer le travail. Les paveuses sont encore tout près sur Émile Journeau, comme disait. J'ai une sous-question au sujet du marché public. On a parlé d'un marché public. On a manqué notre coup du côté de la bâtisse sur la jeunesse. Là, mais là, qu'est-ce qu'il y en a à part des patentes, là, des petits kiosques ici, là, mais un grand marché public? On n'a pas parlé de ça. Alors, on fait faire en ce moment une étude de préfaisabilité. Donc, pour explorer, en fait, pour analyser plusieurs sites avec plusieurs critères pour voir qu'est-ce qui serait un site intéressant pour faire un marché public et aussi quel type de marché public. Parce qu'on parle de marché public, mais il y a toute une panoplie de marchés publics. Il y a des marchés comme à l'européenne, on ferme la rue une journée par semaine, puis le marché a lieu à cet endroit-là. Il y a à l'autre bout du spectre un marché comme le marché Jean Talon, puis entre les deux, il y a 4 ou 5 modèles de marché public. Donc, on a mandaté un organisme qui fait en fait un regroupement, qui fait cette étude-là en ce moment, qui va voir les meilleures pratiques au Québec, mais un peu plus loin aussi, parce qu'il y a eu des belles histoires de marché public, il y a aussi des échecs. Alors, on essaie évidemment de ne pas avoir un échec dans l'arrondissement. Alors, on veut voir toutes les conditions optimales. Et entre-temps, bien, marché Annecy-Cartierville, c'est quand même le marché de l'arrondissement. Donc, l'arrondissement les supporte dans leur développement parce qu'ils ont un kiosque au métro Sauvé qui est là tous les jours pendant de très nombreux mois. Il y a des marchés mobiles aussi qui sont presque partout dans l'arrondissement à certaines journées très précises. Et donc, ça permet vraiment un accès à des fruits et légumes frais, de bonne qualité, à des prix très raisonnables. Et c'est un premier pas vers un marché public qui prendra la forme finalement qu'on pourra lui donner dans les prochaines années en fonction des clés de réussite. OK. Non. Je m'ennuie des vrais marchés, là. Venant de Toronto, le marché Saint-Laurent, puis à Québec, le marché qu'il y avait à Sainte-Foy et à Saint-Roch. Alors, c'est en moi, avec les musiciens Toronto, plancher chauffant. C'est vive la nostalgie. Bonne fête et bonnes vacances à tout le monde. Merci. Merci, Mme Renaud. Mme Carignan. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. J'ai 2 documents à remettre pour vous, Madame la mairesse, et pour vous, Madame Giano. Alors, je vais les donner à Madame Châteauvert. Exact. Merci. Alors, je vais aborder la question de la construction du Cassis au coin de Laurentien et Périneau. C'est mes voisins d'en arrière. Je vais attendre que vous ayez l'image.
Est-ce que c'est possible de remettre maintenant, s'il vous plaît? Alors, ce sont les plans pour la construction du CACI. La page couverture, je dois dire que quand j'ai pris connaissance de ça, j'ai eu la rage au cœur parce que sur les plans, ça a l'air d'une construction qui va se faire en pleine forêt. Mais c'est pas ça la réalité. C'est que c'est entouré de véritables édifices. Et si on avait dessiné les édifices tels qu'ils sont dans la réalité, on aurait tout de suite constaté que le CACI a une volumétrie qui écrase toute l'architecture environnante. Alors, c'est le cas pour notre le petit bout brun pâle que vous voyez en arrière, c'est notre édifice qui a l'air d'une maison de poupée, là. Mais en réalité, c'est quand même un édifice de 3 étages et demi. Donc, mais ma question va porter sur la deuxième page, où on voit le toit de l'édifice. Quand le projet s'est amorcé, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de danger pour les lots de chaleur dans lesquels on vit, que la construction était pour être exemplaire avec son toit vert. Et c'est ça, son toit vert. Eh bien, quand on regarde le plan, on voit que le toit vert, c'est à peu près 1/10 du toit. Et en plus, il y a une bordure de... Oui, excusez-moi, Monsieur l'abbé, excusez-moi. On essaie d'écouter Mme Carignan, s'il vous plaît. Pouvez-vous le faire circuler, monsieur? Oui, Mme Carignan, on vous écoute. Alors, en plus, autour de l'édifice, il n'y a pratiquement pas de terrain. Hein, c'est maximum 3 mètres et je ne suis même pas sûre que ça va être 3 mètres. Donc, on ne peut pas espérer qu'il y ait beaucoup d'arbres dans ce coin-là, autour. Donc, ma question, c'est que quelles sont vos stratégies pour combattre les lots de chaleur dans lesquels on vit, compte tenu du fait que le toit vert, c'est une farce, puis qu'il n'y a même pas de place pour planter des arbres autour du CACI? Alors, je pourrais passer la parole à M. Côté, parce qu'il y a un pourcentage de verdissement et aussi les toits blancs. C'est les 2 stratégies pour lutter contre les îlots de chaleur dans la réglementation de l'arrondissement. Et je laisserai la parole à M. Côté sur l'application de la réglementation pour tout projet. En fait, effectivement, il doit y avoir un pourcentage, je n'ai pas tout de mémoire, là, mais ça a été vérifié par nos préposés à l'émission des permis qui est en respect de ça. Je pourrais vérifier les chiffres puis vous contacter de nouveau pour voir ce qu'il y en est, pour vous expliquer les plans, si vous voulez, correctement, là, parce que je n'ai pas les plans non plus qui étaient émis pour construction, qui étaient donnés pour le permis. Là. Ça, c'est pas pour les plans qui ont été... Non, ça, c'est probablement qui a été déposé au CCU. Ce n'est pas les plans déposés pour la demande de permis. Parce qu'ils datent du 28 mai 2018, c'est pas vieux, là? Non, mais il faudrait juste vérifier là, que vous avez les bons plans. Que vous avez donné une copie avec Mme Châteauvert, je vais vérifier exactement ce qu'il y a. Oui, j'en ai donné 2 copies. Oui, là. Parfait. Moi, en tout cas, le toit blanc, là, moi, j'ai 71 ans, puis c'est une technologie très nouvelle, puis j'ai bien hâte de voir comment que ça va marcher, cette affaire-là. C'est vrai que ça va aider. Parce que, pour l'instant, laissez-moi vous dire qu'on est dans un îlot de chaleur solide. C'est pavé tout le tour. J'aurais une sous-question, toujours à propos du CACI. Dans le courrier d'Antique-Cartierville du 9 août 2018, on a dit que le CACI comporterait une salle de conférence totalement équipée, pouvant accueillir 450 personnes. Ça, logiquement, ça attire une voiture ou 2, 450 personnes. En plus, dans votre ordre du jour d'aujourd'hui, là, excusez, numéro 4007, on parle, vous allez adopter un règlement pour un nouvel édifice
location de 25 logements. J'ai assisté à la rencontre des promoteurs et j'ai appris que sur 25 logements, il va y avoir 5 stationnements intérieurs, aucun stationnement extérieur. Ça veut dire qu'il va y avoir 20 voitures de plus sur la rue La Chapelle, certainement. Si vous combinez le nouvel édifice avec les 450 personnes qui vont venir aux conférences, moi, je crains que mes visiteurs aient beaucoup de difficultés à venir me voir. Vous allez contribuer à mon isolement social. Fait que je voudrais savoir, est-ce qu'on a encore le droit d'avoir une vie résidentielle? Je ne comprends pas comment des décisions comme ça peuvent aller de pair avec le caractère résidentiel de la rue La Chapelle. Mais en fait, la construction du Cassis, elle est sur la rue Laurentien. Oui, alors, mais... c'est une artère. Non, mais là, on ne jouera pas sur les mots. Là. Moi, je vis là. Je sais très, très bien que ça va tout se ramasser sur Périneau et La Chapelle, ce monde-là. Là. C'est parce que vous ne connaissez pas le bout, là. Moi, ça fait 20 ans que je vis là. Prenez ma parole, s'il vous plaît. Mais je peux vous dire qu'on travaille partout à Montréal sur la mobilité. La mobilité des gens, c'est pas chacun seul dans sa voiture. Mm-hmm. Oui, il y a des gens qui sont en voiture, il y a des gens qui sont en transport en commun, il y a des gens qui sont en transport actif. Donc, on ne peut pas nécessairement supposer que les 450 personnes qui, un jour, soient dans la salle, parce que c'est une capacité maximum, ça ne veut pas dire qu'en fait, elle ne sera sûrement pas utilisée à capacité maximum tous les jours. Donc, il y a plusieurs façons de se rendre à cet endroit-là. On a eu une consultation publique ici même sur le projet de 25 logements sur la rue La Chapelle. J'étais là, les promoteurs du projet étaient là aussi. Il n'y avait pas de résidents parce qu'effectivement, ils avaient fait une démarche en amont à laquelle vous avez participé, de ce que je comprends. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment le moment de poser toutes les questions. Puis, il y a une réglementation à l'arrondissement concernant le ratio de stationnement qu'on applique et tout ça. Donc, c'est sûr que la ville et l'arrondissement ne s'est jamais engagé, mais jamais dans l'histoire de la ville, à prévoir une place de stationnement pour chaque personne devant la maison. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Excusez-moi, quand j'ai acheté ma maison, mon condo en 1999, il fallait qu'il y ait les 3/4 de places de stationnement prévues à l'intérieur. Et ça, vous avez décidé d'abolir ça et c'est une niaiserie. Ça n'a pas de bon sens. Ça aurait dû rester ça. Mais ça, c'est votre interprétation. Il y a beaucoup d'arrondissements qui ont modifié. En fait, presque tous les arrondissements ont modifié leur ratio de stationnement. Puis dans l'arrondissement, on n'a pas le même ratio de stationnement selon les quartiers. Dans votre quartier, le ratio de stationnement est plus élevé. À d'autres endroits, il est plus bas. En tout cas, le nombre de places qui est demandé, notamment en fonction, par exemple, de l'accès au transport collectif. Là, près du métro, on demande moins de stationnement intérieur. Dans votre quartier, on en demande plus. Et c'est pour ça que les règlements existent et chaque projet est analysé avec tous les règlements de l'arrondissement, les règlements de zonage. Parce que vous parlez tout le temps du transport en commun, mais vous ne faites rien pour le métro de Bois-Franc. Il ne se passe rien. On parle d'allonger le métro, la jaune, la bleue, la rouge, puis la orange, on n'en parle jamais. Puis c'est ridicule, ça devrait se faire. Bien, je pense qu'on peut terminer la conversation là-dessus. Oui, le prolongement de la ligne orange jusqu'à Bois-Franc est dans la liste des projets prioritaires étudiés en ce moment par la RTM. Je comprends jamais qu'on n'en parle pas dans les médias. On n'en parle jamais. Je comprends pas. Je vous remercie. Des fois, les bonnes nouvelles ne sont pas traitées dans les médias. Oui, bien, c'est bien dommage. Oui. Merci. Bon été. Merci. Monsieur Raymond Labbé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mme Carignan a raison pour le stationnement. Moi, je regarde ça, là, chez nous, là, puis là, les gens se promènent, puis ils cherchent une place. Sur le boulevard Gouin, il y a une dizaine d'années, ils ont construit un 27 logements avec 14 stationnements à l'intérieur. La plupart des ménages, ils ont 2 voitures. Ça fait que là, où vous pensez qu'ils se stationnent? Bon. Lors de la dernière réunion du mois de mai, je vous avais demandé, je vous avais parlé du boulevard Gouin, qui est en pied état, là, dans le bout à partir de Grenay en allant vers l'est. Puis vous avez dit une question d'année. Est-ce que vous pouvez être plus précise ce soir, Madame la Présidente?
Monsieur Côté, est-ce qu'on a reçu l'échéancier précis de la Ville concernant le tronçon là, qui va jusqu'à l'hôpital Sacré-Cœur? Le tronçon que vous parlez, c'est juste bien entre la Chapelle et l'hôpital Sacré-Cœur, là, qui va près du parc Rimbaud. Là. Ce tronçon-là que vous voulez savoir, c'est l'horizon qu'on a parce qu'il faut faire les égouts, l'aqueduc aussi. C'est d'ici 5 ans, tout ça doit être réaménagé. Dans les 5 prochaines années. C'est sûr que ça ne sera pas l'an prochain parce qu'on n'est pas prêt, là, mais disons dans 2 et 5 ans. Comme ça, les trous en face de l'église Notre-Dame-des-Anges, en face de l'hôpital Sacré-Cœur, puis un petit peu plus loin, là, ça, d'ici 5 ans, ça va être... Non, s'il y a des nids de poules, c'est autre chose, c'est de l'entretien. Ça, c'est avec mon collègue Dominique Paquin. Il y aura du rapiessage, boucher les trous. Mais la réflexion complète que vous parlez, ça devra attendre un petit peu. En tout cas, vous devez être compétent dans le bouchage de trous parce qu'il y en a. Merci. Merci. Monsieur Antoine Malo. Alors, bonsoir. Bonsoir. Antoine Malo, donc lobbyiste pro-cycliste du groupe OnCycle. Alors, ma question ce soir, c'est dans l'actualité, là, on a vu l'arrivée massive là, à Montréal des vélos électriques en libre-service de Uber qui ont l'inconvénient, malheureusement, là, de devoir être verrouillés sur un support à vélo de la ville. Ce qui enlève d'autant plus d'espace disponible pour les cyclistes qui faisaient déjà l'utilisation de leur vélo personnel pour se déplacer à Montréal. Moi, j'aimerais savoir, en fait, en 2019, puis potentiellement en 2020, là, quel est le nombre qui avait été prévu par l'arrondissement de supports à vélo rajoutés sur les rues et principalement, évidemment, sur les artères commerciales. Là, un cheval de bataille là, sur lequel OnCycle s'est penché là, au printemps. Donc, d'essayer de manifester l'intérêt au niveau de l'artère commerciale Fleury-Ouest et Promenade Fleury pour augmenter le nombre de supports à vélo disponible, qui soit sur rue. On espère tous que ça va être sur rue éventuellement, là, parce que c'est ça qui est le plus attirant pour les cyclistes. Mais quels sont les projets? Là, je sais que le plan de local de déplacement, tout ça qui est en cours, mais concrètement, les vélos sont là dans les rues, les vélos rouges, là, puis ils prennent de la place. Ce soir, même, quand je suis allé à l'épicerie, il y avait un vélo qui était en face là, de l'épicerie que je fréquente. Un vélo rouge là, en libre-service là, de Uber. Donc, quelles sont les mesures qui vont être prises par l'arrondissement pour bonifier le nombre de sports à vélo qui sont très limités dans l'arrondissement comparativement aux places de stationnement sur rue? Alors, comme vous l'avez dit, il y aura des choses dans le plan local de déplacement. Là, c'est vraiment un des aspects sur lesquels on travaille, mais on n'attend pas tout le plan de déplacement avant de faire des interventions. Donc, pour 2019, on va installer 70 poteaux doubles. Donc, ça fait 140 places de stationnement pour vélo. Puis, on a discuté avec les principales artères commerciales. Donc, la majorité de ces 70 poteaux doubles vont être sur la promenade Fleury, Fleury-Ouest et la rue La Jeunesse là, dans Youville. Et puis, on va en profiter aussi pour répondre aux demandes qui sont rentrées par le 3.1 de demandes de stationnement pour vélo. OK, parfait. Je fais la demande en même temps ce soir pour l'ajout de support à vélo là, suite à ce qu'on voit présentement. Merci. Merci. J'inviterai Siegfried Grechner. Bonsoir. Bonsoir. Madame, monsieur. Moi, j'habite dans les tours André-Grasset, à côté du centre Claude-Robillard. Puis, qu'est-ce que je veux dire sur ça? C'est que la partie extérieure du centre, où sont tous les terrains pour les sports extérieurs, c'est très grand, c'est très vaste. Il y a beaucoup du monde qui fréquente l'endroit. Je passe une bonne partie des journées là. Je prends des marches avec mon chien, puis je vois bien des choses. Puis une des choses que j'ai constatées, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais surtout des fins de semaine. Les 3 stationnements qui sont à côté des terrains sont toujours remplis. Puis je dirais, il y a un mois par jour, plus qu'un millier de personnes qui fréquentent l'endroit. Puis la conséquence de ça, c'est que les gens ils ont toujours des choses qu'ils apportent, puis qu'ils les laissent, puis ils les ramassent pas. Ils les laissent parce qu'ils
il manque des endroits où les déposer. Ça veut dire des poubelles. Savez-vous combien est-ce qu'il y en a des poubelles accessibles ou visibles pour des gens qui vont aller là-bas? 10? Non. 5? Non. Il y en a 4 que je comptais. Puis c'est les grosses bacs là, verts et bleus pour le recyclable et pour les déchets. Ça veut dire il y a pas de, les gens n'ont pas de la facilité pour déposer les ordures comme qu'ils veulent. Puis ça, j'ai remarqué des gens, c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, parce qu'ils n'ont pas la possibilité, l'accessibilité pour ça. En fin de semaine, il y avait un tournoi de soccer, je ne sais pas si c'était Intercité ou quoi, sur le nouveau terrain sur le côté sud. Là, au sud de ça, c'est le stationnement F. Le stationnement F, ça contient à peu près 50 voitures. Puis il y avait bien du monde qui était là pour les parties. Ça, c'était dimanche soir. Je pense que c'était 6 équipes. Puis il y en avait même de Toronto qui étaient là. Puis tout le monde a emmené leur lunch, leur pique-nique, leur boisson, leur canette, puis tout ça. Qu'est-ce que j'ai remarqué après? Il y avait bien des ordures qui traînaient là. Mais il y avait aussi du monde qui avait essayé de trouver des places. Ils les ont mis dans des sacs, puis ils les ont déposés au pied des lampadaires. Ça veut dire, moi, qu'est-ce que je suggérerais, pourrais demander de remettre des poubelles dans les paniers, là, avec les sacs noirs, parce que l'année passée, l'été passé, il y en avait encore. Quand ils ont fait les travaux pour le nouveau tableau là, électronique, entre le nouveau stade de soccer puis le stationnement F, ils ont réparé les trottoirs puis le gazon puis pour mettre les fils électriques. Il y avait des poubelles avec les sacs à plastique, mais ils les ont pas remis encore, mais il n'y en a pas. Ou est-ce qu'ils vont les remettre, oui ou non, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui sera peut-être une bonne idée de mettre plus de poubelles, les petits, là, à des gens, surtout alentour des stationnements. Parce que dans le stationnement, là, je vois souvent des gens sortent, ils s'en vont au centre pour leur entraînement, prendre un power bar ou quelque chose, casse ça, mange ça, puis jette le papier parce que il n'y a pas de poubelle, nulle part. C'est ça. Je vais passer la parole à M. Adrien Parizeau qui va pouvoir vous donner un élément de réponse. Conseiller de ville, mais je suis aussi responsable des sports à la Ville-Centre parce que le Saint-Claude-Robillard ne relève pas de l'arrondissement, ça relève de la Ville de Montréal, à la Ville-Centre. Mais je vais en discuter avec les fonctionnaires de la Ville-Centre, mais il y a une problématique à Claude-Robillard, je vous le dis tout de suite, des poubelles avec des paniers, il faut que les cols bleus viennent les vider, puis on n'a pas les effectifs pour pouvoir le faire au Saint-Claude-Robillard. Il va y avoir, je vais voir en discuter avec eux pour voir est-ce qu'on peut augmenter le nombre de bacs, des gros bacs, parce que vous savez, là, c'est des gros conteneurs quand même. Oui, même oui. Vous avez raison, là, il y a 4, je pense qu'il y en a un peu plus que 4, je pense qu'il y en a 5, mais on ne se stinera pas pour un. Mais ils ne sont pas visibles. Oui, c'est ça, il y en a un en avant. Fait que je pense que vous avez raison, en arrière, il y en a 4, là, mais, donc je vais pouvoir en discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut soit augmenter le nombre, soit faire des affiches de visibilité peut-être de ces poubelles-là. Mais la question des conteneurs, des poubelles avec des sacs de plastique, ça ne sera pas vraiment possible avec le Robillard dans le contexte où il n'y a pas de cols bleus nécessairement qui sont capables d'aller vider chaque jour les poubelles. Puis ça faisait aussi beaucoup de vent. Là, vous savez, okay. Non, mais c'est quelque chose que j'avais remarqué. Là, ça fera le terrain plus beau. Oui. Mais je vous invite à communiquer avec moi. Là. Comme je vous le dis, je suis votre élu de district, mais je suis aussi responsable à la Ville-Centre de ce dossier-là. Donc, je vais pouvoir aussi continuer la discussion avec vous. OK. Je suis mon interlocuteur. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant, nous avons terminé la liste des questions. Nous passons maintenant